Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 6 mai 2022. J'en profite donc une dernière fois. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Après, ce sera trop tard parce qu'on va quitter le début du mois. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez assister au brief privé que je fais avec les élèves tous les matins, où on voit des idées de trade ensemble, des idées de setup, on voit des assets à surveiller qui peuvent être intéressants. On essaie d'établir des stratégies d'investissement ou tout autre type de stratégie, que ce soit du day trading, du swing, même des fois on parle un petit peu de scalping, quand on fait un petit peu d'order flow, etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez accès directement à 18h voire 19h de cours dès que vous nous rejoignez. Une playlist de cours que vous gardez, même si vous n'avez plus votre abonnement, vous pouvez garder. Donc par exemple, si vous rejoignez un mois et que vous n'avez pas le temps d'avoir regardé tous les cours, ce qui est totalement compréhensible vu qu'il y en a quelques-uns, vous pouvez stopper votre abonnement, garder les cours, le temps de finir les cours et de revenir dans l'école ensuite. Il y a quelques élèves qui font ça, donc vraiment tout est possible, tout est dispo en rediffusion, c'est sans engagement, vous pouvez arrêter quand vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça, vous avez le petit descriptif de ce que vous allez pouvoir y retrouver. Sinon, pareil, en commentaire, en description, je vous mets toujours la vidéo de présentation de l'école et le petit descriptif, donc le sommaire du mois, de ce qu'on a fait dans l'école. Donc le sommaire du mois d'avril il reste le même que le mois de mai. C'est assez similaire parce qu'on travaille encore les mêmes choses, mais ça prend un peu plus de temps. Voilà, donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous rejoindre quand vous le souhaitez. Alors du coup aujourd'hui mise à jour sur le Bitcoin malheureusement qui vient casser son creux, enfin ici le petit W qui avait été trouvé, donc l'espoir de dynamique haussière qu'on pouvait avoir a été annihilé. On en avait parlé, si le marché américain recède, bon bah le Bitcoin pourrait céder aussi malheureusement, bon bah bam, c'est ce qui arrive, ça on va en parler aujourd'hui. Et on parlera, je vais juste ici retirer ça, et on parlera également du marché US bien évidemment, qui est vraiment l'élément majeur de l'analyse, hein, puisque le Bitcoin est très très corrélé au mouvement de prix du Nasdaq et du S&P 500, donc ce sont des assets à absolument regarder. Et on parlera de Atom, qui du coup a cassé son range au sud. Ok, donc je fais une petite mise à jour sur Atom, et on verra un petit peu ce qu'il en est du coup pour le Atom, pour les investisseurs, pour les traders, etc. etc. Alors du coup, le Bitcoin qui revient, du coup, là on arrive vraiment dans le bas du range, donc c'est dans ce bas de range on doit trouver capitulation, où les gens doivent lâcher. Pour l'instant, les gens ne sont pas encore prêts. La majorité, il y en a beaucoup qui ont capitulé. Moi, personnellement, ça, je le vois au niveau des stats YouTube, je le vois au niveau de l'intérêt Google, etc. J'ai ça ici. Hop, on voit l'intérêt Google qui est à son plus bas depuis très très longtemps. Bitcoin 17. La dernière fois qu'on a eu 17 pour le Bitcoin, c'était en novembre 2020. Donc, c'est pour vous dire que ça remonte beaucoup. Ah, quoique, peut-être ici un petit peu. Non, on est encore plus haut ici, 25, 21. Donc, on a un intérêt faible sur les cryptos. Et ici, le mot-clé crypto, bon, on a des intérêts aussi faibles du coup que juillet, qu'au mois de juillet. Et si on rajoute par exemple un truc comme NFT, ça je pense que ça a dû bien péter un moment. Ouais, voilà, les NFT ça a bien été relancé, là ça se calme aussi. Donc vraiment tous les éléments, les mots-clés NFT, Bitcoin, crypto, vraiment c'est au plus bas, Ethereum aussi. Donc il y a vraiment des intérêts de marché. Ceux qui sont encore dans ce marché, qui sont encore un petit peu les survivants, qui lâchent pas trop l'affaire, sont hyper bullish, hein. Ça lâche pas l'affaire, ça on le voit aussi, hop, ça je peux supprimer, enfin ça je vais le garder du coup. Mais là par exemple quand on regarde le ratio long, on est à 3,60, 3,63, c'est énorme. Donc ça se calme un petit peu, ok, et quand il y a les dips, bon bah les gens voient ça comme l'opportunité du siècle d'acheter du Bitcoin à levier, et bam, les ratios remontent. Les ratios longs, ce qui veut dire qu'il y a une majorité de gens qui viennent capturer le Bitcoin en long. Donc ici, le prix chute et on accumule plein de mecs en levier qui continuent de long. Ok, ça, je reviendrai dessus juste après au niveau de ce qui est de l'order flow. Donc le sentiment, ok, une grande majorité ont déserté, mais ceux qui sont encore dans le marché, les derniers survivants, entre guillemets, pour moi, c'est pas encore les derniers survivants. Je vois ça comme les derniers survivants et après, on aura les derniers des derniers des derniers survivants, un peu comme en 2018, où là, ça sera vraiment totalement plat et plus personne parlera des cryptos, un peu comme pendant le bottom du Bitcoin de 3000 à 4200 $. Enfin bref. Et du coup, oui, gros désintérêt sur ce marché, mais ceux qui sont encore dedans bah, viennent long avec leverage. Donc les market makers ont juste à faire quoi? Pression vendeuse, on déclenche des cascades de liquidation et boum, on dégage un maximum d'acheteurs. Donc c'est ce qui fait qu'on revient dans le bas du range. Historiquement, à chaque fois qu'on revient ici, bon déjà le marché se retourne, mais surtout en termes de sentiment, on est dans une peur vraiment qui est très importante. Et les gens ont vraiment très peur. J'ai pas l'impression de revoir cette peur encore ici pour l'instant. J'ai pas trop l'impression de le voir, je vois pas les gens encore en train de paniquer. Je vois plutôt les gens accepter le fait que oui, le Bitcoin va aller sous 30 000, ce qui peut ne pas arriver bien évidemment. Et on va voir ici les éléments qui font que ça n'arrivera pas. Enfin, je vais pas dire que ça, je vais pas acter que ça n'arrivera pas, mais on va voir ce que pourrait faire le marché justement pour prendre de court ceux qui attendent du Bitcoin sous 30 000 $, un peu comme l'été dernier où les gens attendaient le Bitcoin à 25 et du coup il s'arrêtait à 29 et il est remonté et il a frustré beaucoup de gens qui n'étaient pas dans le train. Du coup,
Alors, vu qu'on a beaucoup de gens qui viennent acheter du BTC ici sur les contrats dérivés, il suffit juste de passer ici en daily et on va voir que le ratio long, en fait, le sentiment bullish s'accentue, plus le prix chute. Ici, on voit le ratio long en daily qui fait que monter sur les dips. Donc, ce qui veut dire que les gens, à chaque fois que ça dip, voient ça comme une opportunité d'acheter du Bitcoin à levier. Du coup, les liquidations et les stops s'accumulent où? Plus bas. Ok? Et du coup, c'est ce qui fait que la prochaine zone de liquidité, si j'y arrive, elle est tout simplement ici, sous ces mèches, sous 33 000. Donc, si vraiment on veut décharger le train d'acheteurs en termes de contrats dérivés, il y a de grandes chances déjà qu'on revienne dans cette zone de range au niveau de ces mèches, on est en train de le faire. Parce que là, on est en train de perdre hein, les corps de chandelle qui ont retourné le marché précédemment. Donc, si on s'installe dessous, il y a de grandes chances que le prochain objectif ce soit de venir nettoyer ce creux ici et ce creux ici. Ok? Donc, pour capturer la liquidité qui se retrouvera donc, grosso modo, dans cette petite box verte ici. Donc ça, je vais mettre, hop, petite flèche rouge parce qu'on y est, enfin petit carré rouge, enfin carré, pardon, croix rouge, je vais y arriver, parce qu'on n'y est pas encore revenu. Ici, hop, chasser la liquidité. Ok? Et donc, en termes de psychologie, il va se passer quoi? Bon, déjà, il y a plein d'alts qui vont casser tous leurs supports. Ce matin, j'ai fait un petit peu le tour des alts avec les élèves. On a vu que toutes les alts sont sur support. Enfin, il suffit de regarder le total 3, du coup. Donc, il représente le market cap des altcoins sans Ethereum et sans Bitcoin. Et on voit qu'on est grosso modo où sur le gros support, ici. Hein. Hop, mèche corps de chandelle, on est en train de le travailler. Donc, en gros, grosso modo, toute cette zone. Je pense que la majorité des gens sont all-in dans les alts, ont par exemple 80-90% d'altcoins. Ok, je ferai un sondage, n'hésitez pas à y répondre dans la communauté YouTube, je vais juste vous demander la répartition de votre portefeuille, donc c'est anonyme, on ne saura jamais qui vous êtes, donc vous pouvez répondre honnêtement. Ça me permet un peu de savoir comment est réparti les portefeuilles pour savoir si mon raisonnement peut être valable ou pas, s'il a du sens ou pas du tout. Ou pas du tout. Personnellement, je pense que les gens sont majoritairement all-in dans les altcoins, et que là, on a des alts qui sont sur support. Ok, donc pour l'instant, est-ce que les gens sont en train de flipper du fait que le Bitcoin dump? Un petit peu, mais est-ce qu'ils sont en train d'appuyer sur le bouton vendre et de capituler? Non. Pourquoi ça? Puisqu'on leur a pas encore mis la pression trop forte. La pression trop forte, c'est si on commence à basculer sous les creux de janvier, février, voire mars. Là, les portefeuilles vont continuer de fondre encore plus, et là, ça va peut-être être le coup de trop, avec un petit peu de FUD à droite à gauche, un dollar qui monte, un marché américain qui chute, qu'on voit partout que le marché américain s'effondre, que le dollar va exploser, que les crypto-monnaies vont s'effondrer, etc. Voilà, un gros flux bien négatif, et en plus de ça, de voir son portefeuille chuter, bon bah ça donne envie de vendre et de stopper. Hein, psychologiquement, ça peut être trop dur à assumer. Et donc les gens, pour se délecter, je crois, si je dis pas de bêtises, de cette pression psychologique trop forte, on fait quoi? On vend, tout naturellement. Ok? Et du coup, c'est ce qui fait que je pense que pour avoir la capitulation court terme, et là je parle pas d'une capitulation long terme, mais je parle d'une capitulation gros qui permettrait de revoir ce marché, retrouver des zones plus importantes par la suite, sans pour autant repartir en to the moon, on a besoin, je pense sincèrement, de venir, d'ailleurs je vais mettre une alerte ici, et je pense qu'on a besoin de venir sous les supports majeurs de quasiment beaucoup d'altcoins, ce qui fait que beaucoup de gens vont lâcher psychologiquement et qu'ils vont vendre. Ok? Et en gros, c'est ce qui fait que d'autres gros portefeuilles vont pouvoir capturer la liquidité, qu'une grande majorité vont vendre, qu'on va trouver le point de capitulation et que le marché va pouvoir techniquement, possiblement, je dis bien, remonter à la suite de cette capitulation pour frustrer les gens qui ont vendu ici et pour qu'ils soient tétanisés et qu'ils refusent de racheter ce marché. Jusqu'à ce qu'ils rachètent au pire moment, dans les zones de rechargement de short, là où les gens sont bullish. Donc admettons, là-bas, ok, qu'on leur revende du rêve, oui les altcoins, nouvelle ATH, blablabla, que ça n'arrive pas, donc les gens, hop, on leur redistribue les tokens là-bas, et voilà, qu'on reconnaisse des mecs qui achètent tous les dips parce qu'ils sont persuadés que ça reparte, et que du coup on aille poser définitivement un bottom plus bas, courant 2023, hiver 2023, très très probablement, voilà, pour une transition, une remontée post-halving du Bitcoin en 2024. Ça c'est un peu mon scénario des altcoins que j'ai en tête. Et techniquement la chart concorde avec ça. Après, je peux pas timer le bottom, mais bon, l'halving peut nous aider. Si on se réfère aussi au cycle précédent, c'est pas très compliqué. Ok? Et du coup, voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc, sur le Bitcoin, pas encore de capitulation. On le voit au niveau du ratio long, qui fait que augmenter. Et également au niveau des altcoins, bon, on est sur les supports. Et donc, les gens ont survécu à ça en janvier, février, mars. Pourquoi ils céderaient maintenant, là, comme ça, sans raison, ils céderaient? Je pense que pour qu'ils cèdent, va falloir aller sous les supports. Et une fois qu'on va aller sous les supports des alts, tout le monde va être méga choqué. Là, les wallets vont faire des nouveaux plus bas. Ça va être trop dur d'accepter ça psychologiquement avec un peu de feu, le dollar index qui monte.
Donc on va voir dans les journaux, le dollar explose. Enfin, en gros, tout le monde va parler de ça sur les réseaux. Oh là là, le dollar, il explose, le marché américain, il chute, c'est la fin du monde, on est en crise économique, blablabla. L'inflation est trop record. Les gens vont se dire, bon, moi je sors de tout ça, c'est quoi ce bordel, je sors, et là on aura probablement le bottom. Un peu comme, et ça du coup je le vois sur Glassnode personnellement, je regarde ça avec les élèves tous les matins, c'est ici, enfin beaucoup, quasiment tous les matins, ici on peut voir quand les gens capitulent, quand est-ce qu'on a le plus de ventes record à perte. Par exemple, la dernière fois que c'est arrivé, c'était ici sur le support en janvier, 21 janvier, donc c'est là où on avait trouvé notre bottom, et là on a des ventes à perte mais qui sont modérées. Donc des ventes à perte similaires. On n'a pas encore trouvé ce gros point, là, encore cette grosse barre rouge. Peut-être qu'on n'en est pas à la recherche, mais si on en est à la recherche, ce n'est pas encore arrivé. Donc les gens ici n'ont pas encore complètement lâché l'affaire. Par exemple, l'été dernier, on a eu une grosse barre rouge, ici. En mai 2019, on est revenu proche du support. Ah là, les gens ont crié aux 25 000, bam, tout le monde a revendu ici. Capitulation, tout le monde a revendu encore plus que précédemment. Et là, techniquement, on y est revenu, les gens ont revendu encore à nouveau, et là, le marché est reparti, parce que là, on a eu le point de capitulation, une grande majorité est sortie ici. Mais là, actuellement, le point de capitulation, il a eu lieu le 19-21 janvier, et on est au même endroit. C'est-à-dire que techniquement, le marché ne redéclenche pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas eu assez de capitulation, et là, on voit que il n'y a peut-être pas eu assez de capitulation, et qu'on a besoin de remettre un petit coup de pression au Bitcoin, qui va pouvoir remettre un coup de pression aux altcoins, parce que là, techniquement, le W ici, ça, c'est un signe de bottom. Le fait que ce soit avalé, c'est plus du tout bullish. Ok, ça veut dire que ce marché a des objectifs clairs et qui sont plus bas, et qu'il là, il est en train d'aller les chercher. Et pour moi, de voir cette zone ne pas tenir, ça montre clairement que l'objectif probable, c'est soit de revenir combler ces mèches, et donc on va faire un truc comme ça, et les gens vont paniquer ça d'ici, et ok, on va pouvoir remonter. Par contre, si les gens lâchent pas l'affaire, bon, bah, à ce moment-là, il faut chasser les liquidités. Ici, donc, sous les 32 008, et également, vu qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter sous 30 000, pour continuer de frustrer ces mecs-là, faut pas y aller. Et du coup, chasse aux liquidités, les gens lâchent l'affaire sur les altcoins parce que moins 10% sur le Bitcoin, ça peut déclencher un moins 15, moins 20 sur les alts. Moins 20%, c'est ce qu'il faut pour céder tous les supports sur les altcoins. Et à ce moment-là, on a ce qu'il faut justement pour déclencher ce point de capitulation. C'est un petit peu mon point de vue du marché. Actuellement, je pense qu'on est à la recherche de ce point de capitulation et qu'on ne le trouve pas encore et qui va se trouver grâce aux altcoins parce que les gens sont majoritairement impactés dans les alts. Ici, voilà, on voit qu'on fait un moins 20 global sur les altcoins, hein. Le support il lâche largement. Et donc là, possiblement, point de capitulation. Et au final, ça reviendrait chercher quoi? La grosse zone de support ici. Et le marché s'est déjà retourné de nombreuses fois ici. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Après, je peux totalement me tromper. On peut totalement tout défoncer au sud, il n'y a pas de problème, hein. Et à ce moment-là, bon, bah, le Bitcoin se retrouvera dans son prix de production. Et ça, on en a déjà parlé. Ok, vu qu'on ne lit pas l'avenir, si on investit sur long terme, il est vrai qu'un Bitcoin, je vais retourner au niveau de l'index, il est vrai qu'un Bitcoin qui revient dans son prix de production, c'est la meilleure entrée possible. Ça, il n'y a pas à chipoter. Le prix de production du Bitcoin, c'est sa valeur intrinsèque. Le prix de production actuellement est entre 20 000 et 34 000 dollars. Tant que la difficulté reste ainsi, ce sera le prix de production. Ok, si la difficulté baisse, le prix de production peut diminuer. Une chose que vous devez savoir, c'est que si la difficulté reste ainsi ou qu'elle continue de monter, le prix de production va augmenter parce que plus la difficulté du Bitcoin augmente, plus son prix de production augmente. Donc difficulté mining Bitcoin, c'est qu'il y a un site qui nous montre ça, blockchain hash rate de mémoire. Et je vais essayer de trouver ça, peut-être ça. Alors, yes, est-ce qu'on peut avoir un historique? All. Voilà, la difficulté qui fait un record. Donc en gros, le prix de production du Bitcoin qui fait que monter à terme. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que en gros, pour faire très simple, lors de l'halving, le prix de production va être multiplié par 2. Ok, la difficulté augmente et généralement le prix de production est multiplié par 2, tout simplement. Ok, c'est ce qui fait que, par exemple, ici, vous voyez, quand on a eu l'halving du Bitcoin, on avait un prix de production qui pouvait encore aller de 3300 jusqu'à 6800 dollars. Bah, quand on a eu l'halving du Bitcoin, le prix de production s'est réajusté directement. On est passé de 8200 en gros à 14 800 pour miner un Bitcoin. Ok, du coup, le prix a consolidé dans ses prix de production et après on est monté, on en est ressorti. Bah, sachez que le prix de production pour le Bitcoin en 2024, ce sera plus entre 20 000 et en gros 33 000, mais ça va être multiplié par 2, donc entre 66 000 et 40 000 dollars. Donc on sait qu'il y a de grandes chances du coup, hein, si la difficulté reste ainsi, qu'elle ne s'effondre pas, ok, que le prix de production monte et qu'il soit au minimum entre 40 et 66 000 dollars. Donc en gros qu'en 2024,
il y a de grandes chances que le Bitcoin puisse avoir trouvé son bottom en 2023. Ok, et que du coup en 2024, là mon TradingView il n'arrive pas à charger jusqu'en 2024. En gros, peut-être en weekly, oui en weekly ça fonctionnera. Qu'en 2024, on se retrouve du coup au moins entre 40 et 66 000 $. Donc, quelque part par là, parce que le prix de production sera monté ici. Donc le prix sera dans cette zone, peut-être au contact de sa résistance pour breaker, donc continuer de faire un nouveau mouvement haussier par la suite. Ok. Voilà, c'était pour revenir là-dessus. Mais vous, si vous êtes investisseur long terme, EMA 200 weekly plus prix de production, il n'y a pas meilleure entrée. Il n'y a pas meilleure entrée. Faut pas se prendre la tête. Si je suis investisseur sur le Bitcoin, EMA 200 weekly, bottom ici, prix de production, bottom. Ici entre 4009 et 5006, superbe entrée. Bottom ici de 2019, fin 2018, pardon. Donc fin 2018, début 2019, prix de production EMA 200, bottom parfait ici. On revient toucher quasiment ici, entrée parfaite. Bah actuellement, cette EMA est où? Elle est ici. Maintenant, je dis pas qu'on va aller la chercher maintenant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on fait le scénario ici, chasse aux liquidités et que le prix remonte là au cours de, je sais pas moi, au cours de l'automne, et qu'on redump pour hiver 2023, admettons, l'EMA 200 ne sera plus à 21 000. L'EMA 200, elle continue de monter. Par exemple, quand on était à 30 000 $, l'été dernier, il y a un an, l'EMA 200, elle était à 13 000. Un an plus tard, elle est à 21 000. Un an plus tard, elle sera peut-être à 30 000. Enfin, à 25, 27 000, 26 000, 28 000 $. Ok. Donc si on ne va pas la chercher maintenant, l'EMA 200 ne sera plus à 21 000. L'EMA 200, elle va continuer de monter. Le prix de production lui va rester sensiblement le même. Ok. Et c'est ce qui fait que si là on fait un piège et qu'on remonte, et que là les gens ont vendu, ils sont dégoûtés parce qu'ils étaient persuadés qu'on va là-bas, au final on n'y va pas, le marché remonte parce qu'on a le point de capitulation, les gens cèdent sur les altcoins, on remonte ici, on revient distribuer dans la zone de rechargement de short, les gens sont hyper bullish ici, bam, au nouveau mouvement baissier, hiver 2023 on redescend, parce que généralement les bottoms se posent en hiver, ici, du coup l'EMA 200, elle sera montée, et peut-être qu'elle sera, je sais pas moi, mais d'ici là, elle sera peut-être quelque part par là. Et du coup, ceux qui attendaient à 21 000, bon bah vu que l'EMA 200 elle monte et qu'on reste dans le prix de production, bah l'EMA 200 serait peut-être à 27 000. Et peut-être du coup que notre bottom définitif, il est déjà ici. Donc tous ceux qui attendaient en gros 25, 20 000, ça n'arrivera pas. Par exemple. Ok. C'est pour ça, faut pas se dire oui, moi j'achète pas de Bitcoin tant qu'on vient pas à 21 000. Peut-être qu'on n'ira pas à 21 000. On peut ne pas y aller. Bien évidemment, on peut y aller, mais faut pas baser son plan d'investissement que sur ça. Ok. C'est pour ça qu'il y a le prix de production qui est fait pour ça. Donc déjà, tout ce qui est de 34 à 20 000, c'est bien. Donc un mec qui fait du DCA, qui sait pas où va le marché, mais qui met des ordres d'accumulation dans toute cette zone de prix, il y a de grandes chances qu'il puisse être au fil, si le marché vient déjà, et qu'il ait en gros la zone d'accumulation du Bitcoin, et qu'ensuite il puisse faire des profits dans les prochaines années. Ok. Tout simplement. Là, du coup, sur du court terme, momentum récupéré par les acheteurs. Malheureusement, on perd le W. Donc ça, c'est un signal intéressant, le signal de momentum. Ok. Donc ça veut dire que ça, je vais pouvoir retirer. Tant qu'on ne rebascule pas ici, là, techniquement, les acheteurs, ici, ont le momentum depuis ce W, cette divergence haussière. On est en train de pousser une nouvelle divergence, donc elle se confirmera plus tard. Donc déjà ici, je peux indiquer cela comme une nouvelle divergence potentielle, et ici déjà une divergence confirmée. La meilleure divergence, ce sera la prochaine, puisqu'elle pourra former ce qu'on appelle un beau W, chose qu'on n'a pas vraiment eu précédemment. Ok. Et du coup, là, on sait possiblement que s'il n'y a pas de mouvement catastrophe, qu'on soit sur la dernière jambe baissière pour pousser à cette divergence, peut-être dans cette zone, au rebond, pour valider la divergence, ensuite développement de structure, et là, un marché qui remonte. Peut-être, ok. Là, j'essaie d'établir des scénarios qui peuvent vous permettre... Enfin, des scénarios ici où ce marché trouve un bottom dans cette zone de liquidité. Ok. Donc on ne sait pas, on ne lit pas l'avenir, on ne sait pas où sera le Bitcoin, mais on essaie d'établir des stratégies d'investissement et de trading pour essayer de mettre les probabilités de notre côté. Et notre métier, c'est pas de prédire l'avenir. Vraiment, je reviens dessus souvent. Je prends souvent cet exemple, mais généralement, dans votre famille, quand on vous dit « Ah, tu trades le Bitcoin, machin », on vous dit « Oui, je dois acheter, qu'est-ce qui va monter, qu'est-ce qui va vendre ?» Les gens pensent que le trading, c'est « Ah, faut savoir ce qui va monter, ce qui va descendre ». Non, le trading, c'est simplement « J'ai une stratégie, je l'ai testée, elle fonctionne, quand j'ai cette condition, cette condition, cette condition, je peux agir et je peux encadrer un trade avec entrée, stop, risque mesuré, take profit à ce niveau, je sais ce que je vais gagner, je sais ce que je risque de perdre, point final. Par contre, si je m'amuse à faire le magicien qui essaie de découvrir l'avenir, bah, je vais juste courir à ma perte parce que l'avenir, on ne pourra jamais le savoir, et que même le meilleur analyste technique peut être un mauvais trader parce qu'il ne sait pas encadrer une bonne gestion du risque. Le mec peut avoir un bon 9 fois sur 10, mais la fois où il a perdu, il a tout perdu.
Ok, il peut gagner 8 fois sur 10, les 2 fois où il va perdre, il va rendre tous les gains qu'il a pris. C'est ce qui fait de lui un mauvais trader, un bon analyste, mais un mauvais trader. Tout comme un analyste qui, par exemple, on voit sur Twitter des mecs qui balancent des analyses tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bah, c'est vrai que quand tu balances 10 analyses, il y en a 9 qui vont être fausses, parce que le marché va faire une seule chose et exclusivement une seule chose. Mais si le mec sait trader et il sait avoir un bon risque, même s'il gagne 4 fois sur 10, il peut faire des bénéfices. Il suffit qu'il gagne 2 fois plus que ce qu'il perd. Bah, s'il gagne 4 fois sur 10, il fait des bénéfices. Pourtant, il va se tromper 6 fois sur 10. Et c'est ça le trading. Pourtant, un mec qui peut avoir bon 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, dans son analyse technique, bah, s'il ne sait pas exécuter son trade, et que dès qu'il exécute un trade, il panique, il sort trop tôt, ou il rentre trop tôt, ou etc., malgré qu'il ait la bonne analyse technique, il peut ne pas faire de gain. Donc il faut bien dissocier, essayer de lire l'avenir, enfin savoir lire l'avenir, ce qui n'est pas possible, ou essayer d'anticiper un marché pour créer des scénarios et se tenir à ces scénarios pour trader ces scénarios. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir faire et qu'il faut apprendre à faire. Ok, enfin, qu'il faut apprendre à faire. Pardon. Parenthèse fermée, j'ai beaucoup parlé. Je reviens rapidement au niveau de l'order flow. Au final, je suis désolé, je pourrais pas faire Atom. Je le ferai lundi parce que sinon le brief va durer 40 ans, mais promis, je ferai Atom lundi. Alors, du coup, ici, bon, je vais tout clean, comme ça, on est bon. On vient ici en 15 minutes. Ok. Alors, ce qu'on voit au niveau de l'order flow, c'est qu'ici, il y a eu une grosse entrée de position. Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans cette zone de prix. Ok. Ça signifie qu'ici, il y a beaucoup de shorteurs et d'acheteurs. Le CVD nous montre ici qu'il y a eu des vendeurs agressifs qui ont shorté au marché. Ok. Et que donc ici, on a des vendeurs agressifs qui ont shorté le marché, mais que, vu que l'open interest il monte, ici, hop, je vais mettre un trait ici, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Vu que l'open interest il monte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté également en face. Si l'open interest il monte, c'est qu'il y a et des shorts et des longues qui s'ouvrent. Point final, point à la ligne. Ok, il n'y a pas que des shorts. Quand vous exécutez un short sur Binance, il y a quelqu'un en face qui est à longue, ou vous avez exécuté votre short dans une liquidation short. Mais il y a un acheteur en face, soit une liquidation de short, soit un stop de short, soit un acheteur en face. Si l'open interest il monte, c'est qu'il y a et des vendeurs et des acheteurs. Actuellement, ok, certes les vendeurs ont été agressifs ici, mais qui est coincé à l'instant T? Bah c'est les acheteurs. Donc tant qu'on reste sous cette zone violette, les acheteurs sont coincés. Et donc c'est les acheteurs qui sont sous pression, et donc c'est les acheteurs qui peuvent se faire liquider, et donc c'est ce qui peut justement créer des pressions vendeuses et donc continuer ce mouvement baissier. Ok. Deuxième, et donc du coup la deuxième interprétation, la logique, c'est que ici on sait qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ont exécuté, il y a aussi beaucoup d'acheteurs, mais actuellement, comme on a dit, c'est les acheteurs qui sont coincés et qui sont sous pression. Si le marché vient dans cette box et qu'il la casse et qu'on s'installe du coup au-dessus de ce trait, je ne l'ai pas tracé pour rien, à ce moment-là, qui est coincé, les acheteurs ou les vendeurs? Les vendeurs deviennent coincés. Et donc le marché va aller courir aux liquidations, va aller chercher les liquidations des vendeurs. Et comme j'ai envoyé aux élèves tout à l'heure, au niveau des liquidations short, il y a un paquet de liquidations short dans les 38, 39, 40. On ne sait pas quelle liquidation on va aller chercher parce qu'il y en a aussi beaucoup dans les 35, dans les 34 000, dans les 32, etc. etc. Ok. Mais du coup, quand on regarde ici au niveau de l'order flow, là vraiment très simple. Je sais que les gens se sont venus se positionner massivement ici. Je sais qu'il y a eu des vendeurs agressifs et qu'en face les acheteurs sont présents dans le train et que pour l'instant c'est eux qui sont coincés. Tant qu'on reste sous cette zone, je peux penser bearish et je peux penser continuation baissière et donc chasse aux liquidations longues. Si on regagne cette zone et qu'on s'y installe vraiment, je peux penser bullish. Et à ce moment-là, on va chercher des liquidations short et on va venir complètement remonter très vite et peut-être même chercher au-dessus des 40 000 $ pour liquider absolument tous ceux qui ont sauté dans le train short ici. Également, autre scénario possible, et c'est pour ça que j'ai plein d'idées de trade ici, pour faire très simple, et qu'on peut envisager plein de scénarios pour pouvoir trader sur une journée, et pas se dire « Ah bah moi, s'il n'y a pas ça, je fais rien ». Non, s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça, j'agis de cette façon. Pour aujourd'hui, un autre trade tout bête, on sait que les vendeurs sont ici. Si on vient ici et qu'on chasse les vendeurs, qu'on voit du M et qu'on réintègre, on sait que là, c'est un short gratuit parce qu'on est juste venu chasser la liquidité, et donc là, continuation baissière. Et là, on va refoutre les acheteurs coincés ici sous pression. Ces acheteurs ici n'auront probablement pas pris de profit parce qu'on sera trop proche de leur entrée. Les vendeurs d'ici, bon, bah, leurs stops sont positionnés probablement au-dessus ici et eux vont être sous pression, vont probablement clôturer leur position. On sort les vendeurs pour aller défoncer les acheteurs derrière, tout simplement. Voilà un petit peu mon idée de trade et mon idée du marché aujourd'hui, tout simplement. Ok. Pas grand-chose d'autre à dire de plus. Je reviens sur ce qu'on avait vu hier ensemble. On avait vu que si on repassait sous les 39, ça sentait hyper mauvais, ça sentait pas du tout bon. Hein, qu'il y avait de grandes chances du coup d'aller péter les creux qui avaient été trouvés ici à 37 003. Parce que comme on avait vu ensemble, là, il y avait beaucoup de vendeurs agressifs qui sont rentrés ici.
Mais rappelez-vous, c'est la même chose que je viens d'expliquer ici. S'il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des acheteurs, ça on en avait parlé. Donc là, il y a eu des vendeurs agressifs, on les a capturés, on est parti les liquider. Derrière, on a quoi? On a le M, rappelez-vous, ça on en a parlé aussi. Un M après une chasse au stop, c'est vraiment pas bon. Et pire, si on repasse sous le point de cassure, c'est vraiment pas bon. Du coup, comme on avait vu ensemble, si on se rapprochait dangereusement de ces prix, si l'objectif ce serait quoi? De venir chasser ces acheteurs. Exactement ce que le marché est venu faire, ben, on vient dans cette zone, grosse chute de l'open interest, des liquidations longues, on est littéralement venu chasser les acheteurs d'ici. Maintenant que ces acheteurs ont été chassés, là on se retrouve encore une fois avec des acheteurs ici qui sont rentrés, sauf que même scénario, pareil, là c'est les vendeurs qui ont été agressifs, donc on est parti liquider les vendeurs. Une fois qu'on a repassé cette zone de prix, ça aussi on en avait parlé il me semble, voilà, une fois qu'on passe cette zone de prix, qui est coincé? Plus les acheteurs, c'est les vendeurs. Ok? Et donc là, vendeur coincé, on va liquider les vendeurs. Bah là pareil, si on repasse au-dessus de cette zone et qu'on s'y installe vraiment, on va aller chercher les vendeurs, les liquidations short qui sont du coup, hop, jusqu'environ des 40 000, 39 000 $. Donc entre 39 et 40, tout simplement. Ok? Voilà un petit peu la lecture que permet de faire l'order flow et quel type de trade ça permet d'encadrer. Ça, je le ferai pas toujours dans les briefs YouTube, ok? Mais une fois de temps en temps, ça peut être intéressant. Du coup, j'ai fini pour Bitcoin, rien à dire de plus, donc malheureusement, pas encore de signe de bottom. Il y en avait un ici qui a été avalé très rapidement, les vendeurs se sont réveillés très vite. Donc le bilan, c'est qu'on est dans le bas du range, c'est pas le moment de crier au break baissier, non. Ok, il y a de grandes chances qu'on puisse trouver le point de capitulation quand les altcoins vont passer sous leur support, elles sont à deux doigts de passer dessous. Et du coup, maintenant, vous avez l'analyse court terme pour aujourd'hui. Et bien évidemment, je parle du marché américain. Le dollar index qui est enfin venu chercher ce que j'attendais de lui, parce que pour moi, ça me paraissait trop bizarre de ne pas venir chercher les stops au-dessus. Enfin, on y est venu, on est en train de chasser les stops. Si c'est une simple chasse au stop, ce que je veux voir, c'est ok, possible une montée, structure directement, ou réintégration, puis mouvement baissier pour me dire ok, ils sont juste venus chasser les stops. Et peut-être qu'on est en train d'instaurer un top sur le dollar index en prévision justement de la hausse des taux en Europe qui devront arriver bientôt dans les prochains mois. Le marché a de l'avance. On sait que les taux en Europe vont remonter, que l'euro va pouvoir reprendre un petit peu de force. Les traders vont se positionner short avant que tout ça arrive, vont vendre avant que tout ça arrive. Le marché prévoit toujours à l'avance. On n'attend jamais que les choses se fassent. Quand on sait que ça va arriver, les marchés ont toujours de l'avance et vont créer le mouvement avant. Du coup, en prévision de cette hausse des taux, peut-être que là, on est en train d'essayer de créer justement l'exit liquidity nécessaire pour la smart money. Si ici on breakout et que je vois aucun signe de faiblesse, on breakout vraiment, on part sur ce qu'on appelle un big W mensuel, et à ce moment-là, le dollar index, il peut vraiment accélérer, ce qui va créer une chute importante des indices américains, probablement des crypto-monnaies, et donc du coup peut-être entrer dans ce scénario de capitulation. Je doute que le dollar index aille au-dessus de 120 points, donc si vraiment on a une accélération, on viendra probablement trouver notre top au sein de la zone de rechargement de short. Donc en gros entre 102 points, là où on est déjà, et jusqu'à 110 points, donc la dernière accélération, pour justement faire le top et avoir un retracement en prévision de la hausse des taux en Europe qui devrait redonner un peu de force à l'euro. Et le dollar index, c'est justement le dollar contre les autres monnaies fiduciaires, l'euro, le JBP, etc. Les autres monnaies fiduciaires, tout simplement le yen. Hein. Donc si on regarde par exemple USD yen, l'USD défonce littéralement le yen. Et pour l'instant, aucun signe de top du côté de USD yen. Donc USD qui continue de défoncer le yen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dollar index est majoritairement pondéré par l'euro. L'euro représente, je crois, 53% du calcul, donc un euro qui est fort, ça fait automatiquement chuter le dollar index, malgré que le dollar reste fort contre le yen, etc. etc. Du coup, rien à dire de plus. Marché américain, du coup, hyper important. On revient sur le support ici. Soit on transforme ça en W et on sauve un petit peu et on retourne vers la résistance. Comme on avait vu ensemble, il faut absolument casser la résistance d'ici. On n'y arrive pas, donc les vendeurs sont pas coincés, donc on ne peut pas remonter, tout simplement. Et du coup, on remet pression sur support. Si le support cède, on aura une accélération du dollar index, on entrera dans le scénario possible de capitulation au niveau du Bitcoin, et ensuite on verra bien ce qu'il en est. Ok. Du coup, vraiment vigilant sur le dollar, le S&P 500, s'il cède son support, attention crypto-monnaies qui vont probablement céder les leurs également. Et j'ai envie, honnêtement, que les altcoins cèdent leur support pour qu'on puisse possiblement avoir ce point de capitulation qu'on n'a toujours pas trouvé, où les gens refusent de vendre pour l'instant, parce qu'on les a trop confortés dans le fait que pendant 3 mois ça tient, donc c'est pas maintenant qu'il faut sortir. Si on va dessous, les gens vont se dire ok, faut sortir. Ok. Et du coup, Ethereum, c'est exactement comme le Bitcoin, rapidement pour finir. ETH-USD ici, où on est venu chasser sous le petit W, donc pareil, qui dit un nouveau plus bas, dit qu'on a encore du mal à trouver ce bottom pour l'instant. La divergence n'était pas confirmée, c'est intéressant, c'est pas confirmé sur l'Ethereum, elle est toujours en cours de développement.
Par exemple, le gros support sur Ether, il est plutôt vers les 2500. Vers les 2005 à ici 2400. Si on bascule sous ce support, qu'on revient vers les 2002, 2100, qu'on s'approche des 2000, je pense que les gens vont lâcher aussi l'affaire sur l'Ether et auront lâché aussi sur les altcoins et le Bitcoin aussi auront lâché l'affaire probablement. Donc on est peut-être à la recherche de ce point de capitulation. On n'est pas encore, enfin on arrive doucement en zone de rechargement sur Ethereum, donc le bottom a le temps de se développer d'ici là. Pour l'instant, il a tenté de se développer au-dessus, ça n'a pas réussi. Donc si on pouvait avoir un truc comme ça, on chute, on remonte, ce qui crée la divergence, ensuite le W au sein de la zone de rechargement, là il y aura de grandes chances d'avoir enfin le bottom et de pouvoir remonter. Malheureusement pour l'instant, c'est pas ce qui est fait. Et en weekly pareil, j'attends toujours une pattern de retournement pour peut-être me positionner sur Ether sur une échelle de plusieurs semaines ou un trimestre. Je n'ai toujours aucun signal ici, donc j'attends patiemment. Et du coup, c'est ce qui m'amène à penser qu'au niveau de l'analyse, bon bah il n'y a toujours aucun signe de retournement en weekly sur Ethereum. Et du coup, ça pourrait arriver la semaine prochaine, mais ce n'est pas encore le cas. Donc toutes les semaines, bah, je repousse à la prochaine semaine puisque la pattern n'arrive pas à se former tout simplement. Donc si la semaine d'après on refait ça, bon bah faudra encore attendre une semaine prochaine. C'est ça l'investissement, c'est long, on ne peut pas avoir les signaux comme ça d'un coup qui viennent tous les jours. Il faut être patient et attendre que ça se développe. Là par exemple, depuis ce W weekly, j'attends une pattern de retournement sur Ethereum depuis du coup mars 2022. Elle n'arrive pas, je suis patient, je perds pas patience et j'achète pas l'Ethereum comme ça sans raison. J'ai un plan, je m'y tiens et de voir les prix chuter, bon bah tant mieux. Si ma pattern elle arrive plus bas, que je peux avoir plus d'Ethereum avec le montant que j'ai envie d'investir, tant mieux. C'est-à-dire que la plus-value, si ce marché remonte, sera plus importante par la suite. Donc tout bénéfice, dans mon cas, sachant que le risque restera le même. Du coup, oui, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Désolé pour Atom, promis, je vous le fais lundi. Je suis désolé, je voulais faire une mise à jour, mais là, je vois que le brief, ça fait déjà trop longtemps, ça fait déjà 31 minutes. Donc, si je fais Atom, on va exploser les records. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. C'était voilà, une grosse mise à jour, un petit peu de vigilance. Et surtout pour vous exposer un petit peu mes scénarios et revoir beaucoup de choses, difficultés, l'halving, les prix de production, les bonnes zones pour investisseurs, etc., etc. Du coup, on se retrouve lundi. Vous savez, il n'y a pas de brief le week-end. En attendant, si vous souhaitez nous rejoindre sur Discord, avec les professeurs, on est sur le Discord. Donc voilà, il y a d'autres élèves aussi. Vous pouvez échanger avec les élèves et les gens de la communauté. N'hésitez vraiment pas, vous êtes les bienvenus. Comme ça, vu qu'il n'y a pas de brief le week-end, vous pouvez venir faire un petit tour sur le Discord le week-end si vous tradez encore les cryptos pour échanger avec d'autres membres. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école cette fois-ci via les modalités crypto, donc les paiements BNB, Ethereum ou USDT, il y a tout qui est expliqué dans la section bienvenue. Vous pouvez rejoindre via les paiements crypto quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème, le Patreon c'est en début du mois, mais les paiements crypto, c'est n'importe quand. Vous n'êtes pas pénalisé si vous rejoignez l'école le 20 mai ou le 1er mai. Via le Patreon, oui, mais via les paiements crypto, non. Ok. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID à tous les professeurs, le premier qui le voit le valide et comme ça, on vous met votre rôle élève direct. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas pareil à la poser au sein du Discord ou à un des professeurs, on pourra vous répondre ou en commentaire de cette vidéo, je pourrai vous répondre. Du coup, on se retrouve lundi. Bon week-end à vous, reposez-vous bien. Ciao, ciao.